Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine. On les met sur la table et un invité nous accompagne et nous tentons de les décortiquer avec lui. Il a été candidat à président de la République en République démocratique du Congo, ministre du gouvernement national. Et là, il sort de son chapeau une recette qu'il considère comme étant une recette magique pour tenter d'éviter qu'il y ait de chaos le jour qui arrive. Lui, il appelle donc à la mise en place d'un dialogue pour tenter d'aplanir le chemin avant les possibles élections de 2023 ou même au-delà de 2023. On parle de ces questions. Est-ce qu'on va encore aller dans les conciliambules pour partager les pouvoirs? Quels sont les tenants et les aboutissants de cette idée? Il va nous donner des détails sur ce qu'il veut exactement. Mon invité de ce soir, c'est M. Sylvain Macheke. M. Macheke, bonjour. Bonjour, M. Perrault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, vous avez été ministre de la Culture et vous avez été candidat lors des dernières élections avec M. Félix Tshisekedi et vous avez disparu des radars. Qu'est-ce que M. Macheke devient dans la vie après son échec à l'élection présidentielle? Je suis un acteur politique. C'est vrai que vous avez constaté que j'étais absent sur le terrain politique, mais je ne peux pas donc me permettre de dire ce que tout le monde est en train de dire. Il faut sortir du commun des mortels. C'est-à-dire, il faut disparaître. Non, je ne pouvais pas disparaître, mais je suis là. Parce qu'on ne parle plus de vous, on ne fait plus de manifestations. Vous êtes un peu cette sorte d'ovni, comme on dit. Vous apparaissez aux élections alors que personne ne vous connaissait comme homme politique. Vous avez vos 100 000 $. Les Congolais disaient, mais ils sont allés jeter de l'argent avec des candidatures fantaisistes. Et puis vous perdez, vous disparaissez. Ça veut dire quoi cette manière de faire la politique, M. Macheke? Non. Écoutez, il ne faut pas dire que je suis quelqu'un qui s'est improvisé dans la scène politique congolaise. Non. J'ai fait la politique active depuis plusieurs années aujourd'hui. J'ai été ministre. Avant d'être ministre, j'ai été expert dans plusieurs cabinets politiques. Donc, et là, en 2018, j'ai décidé de me présenter candidat président de la République. Et c'est vrai, ce qu'il y a eu, je considère ça comme étant une débâcle électorale qu'il y a eu en 2018. Ça n'a pas permis à ce que M. Macheke soit déclaré élu président de la République. Vous ne l'avez pas été. Vous n'avez pas été voté, ça c'est évident. Il y a eu quelqu'un d'autre qui a été déclaré président de la République. Écoutez, c'est une page déjà tournée. Et là, nous sommes devant d'autres situations qui nécessite donc qu'on puisse peut-être échanger. Alors j'ai décidé de sortir de mon silence pour que je puisse apporter ma contribution citoyenne par rapport à une question très importante donc, au niveau de la République. Voilà. On parlera de ça au cours de cette émission. Laissez-moi tenter de déblayer les terrains. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas pour qu'ils vous connaissent. Là, vous êtes un homme politique. Vous êtes quoi? Dans l'opposition? Vous soutenez le président Tshisekedi? Vous êtes dans le FCC? Parce qu'à un moment donné, vous avez été ministre nommé par Kabila. Vous êtes quoi exactement à l'heure où nous parlons? Non, même lorsque j'ai été nommé ministre à l'époque du président Kabila, je l'étais donc en tant qu'indépendant, en tant que personnalité politique. Et je ne suis affilié à aucun camp politique. C'était pas par quota du PPRD ou de... Non. Pas du tout. Donc j'étais considéré comme étant personnalité politique et à ce titre-là, ça m'a valu ce poste-là au niveau du gouvernement national. Donc même à ce jour, je n'appartiens à aucun camp politique, ni du FCC,
encore moins donc de l'Union sacrée. Non, mais si vous faites la politique, vous devez quand même avoir une tendance. C'est quoi la tendance? Est-ce que vous soutenez le président Tshisekedi? Est-ce que vous êtes contre sa politique? Votre cœur bat par où? Vous ne pouvez pas être neutre en politique quand même. Pour l'instant, je reste au centre, je reste un indépendant. Les actions du président Tshisekedi, si ça nécessite à ce que ça soit critiqué, nous allons critiquer ça. Ou si ça nécessite que nous puissions applaudir, nous allons applaudir si ce sont de bonnes actions. Donc voilà, donc je n'appartiens à aucun cas politique pour l'instant. Donc je reste personnalité indépendante. Ok. Vous êtes Kassaïen, ça il faut le dire. Le président Tshisekedi est chez vous dans le Grand Kassai, en grande tournée là-bas. Et il a dit, je sais que vous parlez Chiluba, Macha Moumenu, il a dit Kuchinu Kudiwenu. Ça crée un peu de polémiques. On dit de lui qu'il est tribaliste. On dit de lui qu'il tient un discours identitaire. Quel est votre point de vue, M. Macheke, là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'on a un président de la République tribaliste, un président de la République identitaire, ou vous vous dites, dans le contexte où il était, vous, Kassaïen, vous comprenez les propos tenus par M. Tshisekedi? Je ne vais pas émettre vraiment un jugement trop sévère à l'endroit du président Tshisekedi par rapport à ce qu'il a tenu comme propos dans son Kasaï natal. Mais si il est vrai qu'il a dit donc en Chiluba, Machia Moumenu, ça veut dire il est véritablement les sangs kassaïens, donc il a véritablement ces sangs-là. Donc moi je ne trouve pas assez d'inconvénients. Il ne faut pas trop critiquer même des choses qu'on ne peut pas critiquer. À quoi qu'est-ce que cela pouvait peut-être affecter négativement? À quoi est-ce que cela pouvait peut-être affecter donc le bon fonctionnement par exemple des institutions de la République ou la présidence de la République que lui-même le président est en train de... Non, mais on dit que c'est un discours tribaliste, un discours identitaire. Non. Il veut se montrer un président de la République, c'est le président de tout le monde. Monsieur Perrault, c'est vrai, c'est le cas, mais au moins même Jésus-Christ avait une tribu, il a appartenu à une tribu. Donc aujourd'hui, Tshisekedi, le président de la République, il ne peut pas se défaire de sa coutume, ou il ne peut pas appartenir à une tribu. Il appartient à cette tribu-là, il est kassaïen. Donc s'il a parlé en tant que kassaïen, ben écoutez, nous, en tant qu'opérateurs politiques, nous ne pouvons pas émettre un jugement. C'est pas un jugement, on ne peut pas émettre un jugement de valeur sur une question comme celle-là. Donc, on s'en tient, on reste, donc on s'en tient à ce qu'il a dit, ben ça s'arrête là-bas. Bon, écoutez, on voit autre chose, qu'il nous parle des choses qui concernent la République. Mais donc, que vous puissiez nous parler des choses qui concernent la République, mais qu'elle nous parler des choses auxquelles on ne peut pas attacher assez d'importance. Pourquoi vous devez vous fier seulement à ce qu'il a dit là? Mais pourquoi pas ne pas parler d'autres choses aussi? Non, mais si c'est tribal, si ça renvoie au tribalisme, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi on ne doit pas en parler? Ceux qui les critiquent ont peut-être raison. C'est pour cette raison-là, j'ai dit, écoutez, il y a des choses qu'on peut critiquer, il y a des choses qu'on ne peut pas critiquer. Tshisekedi a parlé à ses frères kassaïens, bon, ça s'arrête là-bas. Nous devons parler des choses qui concernent la République. Ça, vraiment, ce sont des débats que je considère donc de bas étage. Ça ne sert à rien d'entrer vraiment en profondeur pour chercher seulement à critiquer ce que Tshisekedi, que vous estimez que nous devons critiquer. Non. On ne peut pas tout critiquer parce qu'il faut critiquer. Non. Moi, je n'estime rien. Je ne fais que poser des questions, hein, M. Macheke. Je ne fais que poser des questions. Vous serez candidat en 2023, président de la République? Écoutez, vous avez encore 100 000 $ à jeter à travers la fenêtre comme vous l'avez fait en 2018? Ben, écoutez, M. Perrault, ce n'est pas le fait pour moi d'avoir été candidat président de la République hier et que j'ai versé, donc j'ai payé cette caution-là, ce n'est pas pour autant dire que je suis millionnaire et j'ai beaucoup d'argent. Je sais pourquoi je devrais me présenter à cette élection. C'est pour donc chercher à résoudre les problèmes qui affectent le grand nombre de Congolais. Vous saviez que vous alliez échouer, M. Macheke. 100 000 $, quand vous alliez payer, vous saviez que vous alliez échouer. Pas forcément. L'argent jeté comme ça à travers la fenêtre. On ne peut pas faire une chronique d'une élection déjà remportée d'avance. Vous pouvez vous présenter, vous pouvez être candidat aujourd'hui, vous pensez peut-être que vous serez celui qui sera proclamé élu demain, mais ça ne sera pas peut-être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Tout le monde qui avait déposé sa candidature en 2018, certainement, il se disait qu'il aura beaucoup plus de chances de pouvoir avoir les suffrages. Donc les Congolais devraient lui accorder leur suffrage. Mais malheureusement, écoutez, tout le monde ne pouvait pas, parce qu'il ne s'agissait qu'un d'un seul poste de président, un candidat, donc un président de la République. Il n'y en a pas 2, 3, 4 pour que tous les 21 candidats pour que nous puissions être élus, non.
Donc, celui qui a été proclamé. Donc, nous, on considère que c'est comme je l'ai dit, c'est déjà une page tournée. Mais quant à ce qui concerne donc, mes ambitions politiques, écoutez, ce n'est pas le moment de pouvoir peut-être déclarer ma candidature. Et ce n'est pas le cadre pour moi peut-être approprié pour que je puisse déclarer réellement si je serai candidat demain ou je ne serai pas. On va voir, il faut d'abord déterminer sur l'élection. Bon, on va parler de ce pourquoi vous êtes venu ici, question de dialogue. Mais il y a cette question qui me traverse à la tête un peu avant que je vous amène sur ces terrains-là. Vous avez été parmi les 21 candidats président de la République. Fayoulou réclame toujours la vérité des urnes. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi a été véritablement élu? Est-ce que vous qui étiez là comme candidat président de la République, la victoire de Fayoulou a-t-elle été volée par Kabila en complicité avec le président Tshisekedi? Mais est-ce que vraiment il y a opportunité pour qu'on puisse parler encore de cette question-là aujourd'hui? Non, parce que je suis en face d'un ancien candidat président de la République. Je présume que lui, il avait certainement des informations que le Congolais... parce que Fayoulou réclame sa victoire jusqu'aujourd'hui. Dites-nous les informations du secret. Monsieur Perrault, je continue encore. Est-ce qu'il y a opportunité pour qu'on puisse parler encore de cette histoire de vérité des urnes, de Fayoulou, de Tshisekedi, tout ça? Non. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, pour l'instant, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Est-ce qu'il avait gagné véritablement Tshisekedi? Gagné ou pas, vous, candidat président de la République? Gagné ou pas, mais c'est celui-là qui a été déclaré par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc vous l'acceptez par défaut. Vous-même, pour m'acheter, bon... en dépit de tout. Par défaut. Il est président par défaut. Donc pour vous, vous ne croyez pas qu'il a été élu? Non. Je ne dis pas ça. Il a été déclaré élu par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc c'est lui le président de la République aujourd'hui. Donc nous ne pouvons plus faire marche arrière, continuer à parler de la vérité, donc des urnes et tout et qu'on soit. Mais pour que ça puisse nous amener où? Ça va nous amener où? Parler des... Non, mais attendez, il y a d'autres questions substantielles, donc inhérentes à la vie, à la survie du pays. Donc est-ce qu'on doit continuer à parler à tout moment de la vérité? Non, mais on doit ça à la vérité, non, on doit ça à l'histoire. Bon, au moins, M. Perrault, vous connaissez qui a été élu président de la République dans ce pays. Voilà. Pour vous, c'est le président Tshisekedi. Donc, il n'a pas volé la victoire de Martin Fayoulou. Vous l'avez dit. Il n'a pas volé la victoire. Vous l'avez dit vous-même, monsieur. Je pose des questions, moi. Hein. Il n'a pas volé la victoire de Martin Fayoulou. Je dis, je ne vais plus revenir sur cette question-là. Vous l'avez déjà dit. Je crois qu'on peut passer à autre chose. Allez, madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Ce matin, notre invité, c'est monsieur Sylvain Macheke, candidat à l'élection présidentielle en 2018, qui a une idée. Vous êtes venu parce que vous estimez que la République est en danger. Et vous dites que la seule solution, le seul moyen pour sauver la République, c'est que les Congolais, les fils et les filles de ce pays doivent se retrouver autour d'une table pour discuter de grandes questions. Qu'est-ce que vous voulez exactement dire, M. Sylvain Macheke? Monsieur Perrault, aujourd'hui, comme je l'ai dit quelque part, tout observateur averti peut constater avec moi une certaine incertitude, tant politique, sécuritaire que technique, qui appelle inévitablement un échange sur les voies et moyens pour baliser le chemin vers de bonnes élections. Alors de bonnes élections. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'estime nécessaire et important qu'au jour d'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que nous puissions parler vrai aux Congolais. Que les Congolais puissent se parler vrai. Donc, véritablement, se regarder tout droit dans les yeux et se dire certaines vérités. Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas au pays? Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que toutes ces questions-là ne peuvent pas être évoquées en dehors d'un cadre donc idéal? Et ce cadre idéal, pour moi, que j'estime, c'est un dialogue. Raison pour laquelle j'appelle donc au dialogue ici et maintenant. Là. Donc, comme je l'ai dit, les conditions sont véritables, donc tout à fait réunies pour que nous puissions aller à un dialogue. Vous prêchez pour un dialogue avant les élections. Dialogue pour faire quoi? Pour parler de quoi? Et pour obtenir quoi? Les dialogues, parce que nous sommes en démocratie. En démocratie, le dialogue, il est nécessaire et permanent.
Pourquoi j'appelle à un dialogue? J'appelle à un dialogue, c'est pour sauver la République d'une débâcle électorale de plus. Donc il faut épargner à la République et à son peuple, donc aux Congolais, une débâcle électorale de plus. Et éventuellement une énième scène de violence généralisée dont personne ne sait prévoir l'ampleur ou la gravité des faits qui pourront peut-être arriver demain. Alors, ce dialogue aura pour avantage de consolider l'unité et la cohésion nationale qui sont totalement et donc négativement affectés. Donc, on va au dialogue pour parler de l'unité nationale, c'est ce que vous voulez dire? Je crois que c'est ça. Fondamentalement, le dialogue lui-même n'est pas à exclure par toute personne qui était prise de paix. Donc, des personnes qui ne sont pas réfractaires de paix ne peut pas. Donc, une personne qui n'est pas réfractaire de paix ne peut pas exclure cette idée d'un dialogue à ce jour. Donc, au jour d'aujourd'hui. La République existe, les institutions fonctionnent, l'armée fonctionne, la justice fait son travail. Quand vous nous dites que la République est en danger, moi, je ne vois pas en quoi le pays est véritablement en danger, moi. Sincèrement, la République est en danger, quoi faisant? Mais Monsieur Perrault, attendez. Et je crois que vous êtes donc journaliste, vous vous occupez sur des questions politiques, ça veut dire que vous suivez de plus près tout ce qui se passe au pays. La question, par exemple, je prends la question sécuritaire, qui a été évoquée une fois, publiquement, par un président d'une institution, où il invite certains compatriotes de quitter les groupes armés. Et vous pensez que ça, ce n'est pas un problème qui nécessite un échange entre les Congolais? Ça veut dire que ce président-là a pu identifier qui sont les tireurs de ficelles qu'il appelle, qu'il invite, qu'ils puissent quitter les groupes armés. Ça veut dire qu'il connaît ces gens-là. Et j'estime que c'est un problème très sérieux, un problème réel. Et ce problème ne peut trouver de solution durable ou définitive que s'il est évoqué autour d'une table entre des Congolais. Que ces Congolais se disent des vérités. Comment voulez-vous assez que chaque jour, d'ailleurs pas plus tard que hier ou avant-hier, vous savez ce qui s'est passé? Il y a un attentat. Une bombe qui s'est éclatée. Et vous savez combien ça a endeuillé des familles entières. Alors pourquoi est-ce que vous voulez assez qu'on puisse éluder une question comme celle-là, qu'on continue à tuer des Congolais, qu'il y ait des morts chaque jour à l'est du pays, et vous ne voulez pas assez qu'on puisse échanger autour de cette question-là entre Congolais? Je suis d'accord avec vous que l'Est de la République est en proie à l'insécurité, mais c'est la méthodologie. Croire qu'aujourd'hui, c'est réunir autour d'une table, dialoguer pour amener la paix et la sécurité dans l'Est de la République, je ne suis pas d'accord que cette approche-là peut apporter des fruits. Vous êtes des hommes politiques. Est-ce que ce n'est pas une manière de se retrouver autour d'une même table pour se partager les postes comme vous les faisiez à l'époque de Kabila? Non. On sait comment ça commence et on sait comment ça se termine. Hein? Non. Moi, je ne viens pas préconiser un dialogue pour un partage de responsabilités ou de pouvoirs. Non. Il y a un problème réel au pays. Il y a cette question de la sécurité à l'Est. Il y a des problèmes politiques. Parce que peut-être vous allez entrer en profondeur donc on va entrer en profondeur pour parler de ça. Mais la question, par exemple, des élections. La CENI qui est appelée, par exemple, à organiser ces élections. Nous sommes en 2022 pratiquement déjà, à l'aube 2022. Il nous reste pratiquement qu'une seule année pour aller aux élections. L'État imparti, il est suffisamment donc minime pour que nous puissions avoir des bonnes élections au pays. Et alors, si aujourd'hui, la CENI pouvait constater l'impossibilité de pouvoir organiser ces élections dans les délais, vous pensez que ces reports des élections doit être fait d'autorité par un camp politique?
Ne soyez pas vendeur de mauvaises nouvelles, ne soyez pas prophète des malheurs. Le président de la République s'est adressé devant le Congrès, il a dit que les élections seront organisées à date échue. Jusque-là, lui qui est à la manette nous rassure qu'on aurait l'élection en 2023. Il y a des réformes électorales qui sont jugées absolument nécessaires, qui n'ont été ni discutées, d'abord levées par la classe politique, ni discutées au niveau du Parlement. Mais c'est toute une longue procédure. Quand on parle des réformes électorales, l'initiative de ces réformes-là peut partir du gouvernement. L'initiative peut partir du gouvernement pour qu'on puisse discuter de toutes ces questions-là, par exemple de ces réformes-là, au niveau du Parlement. Et l'initiative peut aussi partir du Parlement, donc de l'Assemblée nationale. Mais tous les temps-là, ce sont des longues procédures pour qu'on arrive, par exemple, à la promulgation d'une loi par le président de la République. Ça va prendre suffisamment de temps. Donc le président a menti quand il nous dit qu'on va avoir les élections en date. Mais les réformes qu'on est tant souhaitées par toute la classe politique ne sont pas encore discutées au niveau du Parlement. Quand est-ce qu'on va... J'ai essayé de parcourir donc l'ancien calendrier, par exemple, des travaux au niveau de l'Assemblée nationale. Nulle part, on a inscrit la question relative, par exemple, aux réformes électorales. Et comment est-ce que vous voulez que nous allions aux élections pour que nous puissions pratiquement avoir les mêmes problèmes que nous avions à dénoncer hier? C'est la raison pour laquelle moi je préconise un dialogue pour que nous puissions discuter de toutes ces questions-là. Politique, sécuritaire, tout dedans. Et pour que nous puissions avoir de bonnes élections demain. Nous ne pouvons pas aller aux élections dans la précipitation pour que ces élections-là puissent générer des problèmes encore demain. Non. Ce sont des problèmes réels, on ne peut pas les éviter. Donc nous devons discuter autour de ces problèmes-là. À vous entendre parler, pour vous, c'est impossible d'organiser les élections, des bonnes élections en 2023. Je ne crois pas. J'ai été candidat quand même président de la République. J'ai été ministre. J'ai été expert dans plusieurs cabinets ministériels. Et j'en sais au moins quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, je doute fort. Je doute fort. Ça serait vendre donc des illusions aux Congolais pour dire nous allons organiser de bonnes élections dans les délais constitutionnels. Non, non, c'est impossible. Les conditions ne sont pas encore donc favorables pour des élections dans les délais constitutionnels. Donc, un glissement est inévitable. On va glisser. Inévitablement, on peut glisser, mais il faut que ce glissement-là soit consensuel. Ça doit être consensuel. Donc, le seul cadre idéal de ces probables reports des élections, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Donc, ça ne doit pas être fait d'autorité par un camp politique, non. Monsieur Macheke, quel format vous voulez donner à ces dialogues? Est-ce que c'est des dialogues du type 5 ans? Est-ce que c'est le dialogue du type Edem Kodjo? C'est des dialogues où société civile, politique, se retrouvent. C'est quoi les formats quand vous évoquez dialogue? Est-ce que vous avez déjà échafaudé un plan, un format pour ces dialogues-là? Je crois que quant à ce qui concerne le format de ces dialogues, mais mon cher ami Perrault, mais les choses sont claires. Vous avez d'un côté le FCC institutionnel. De l'autre côté, vous avez l'Union sacrée, vous avez la MOUCA, vous avez la société civile. Je crois que ce format réduit-là, il est amplement suffisant pour que nous puissions parler d'un dialogue. Et la société civile, vous avez des personnalités indépendantes aussi qui peuvent faire partie de ces dialogues-là. Et ça peut aller combien? Ça peut prendre combien de temps à votre avis pour que nous éludions tout le problème que nous avons et que nous nous mettions d'accord sur les solutions, les issues, les remèdes? Vous savez, ce n'est pas question de temps. Ça ne peut pas prendre assez de temps si nous pouvons réellement parler vrai. Si nous pouvons réellement parler vrai, c'est une question de peu de temps. C'est une question où si nous pouvons nous dire des vérités, ça ne va pas prendre assez de temps pour que nous puissions régler nos problèmes. Parce que quand vous êtes en train de parler pour résoudre quoi, attendez, M. Perrault, est-ce que vous ne vous rendez pas d'abord compte de ce qui se passe exactement à l'est du pays?
Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est pas le dialogue qui va résoudre les problèmes dans les Non, je sécurités. crois que c'est les dialogues. C'est l'armée, c'est l'ANER. Nous devons avoir des bons services de renseignement, des bons services d'intelligence et de sécurité. Si les tireurs de ficelles, ce sont des politiciens, ce sont des hommes politiques, ce sont des opérateurs politiques. Ce sont les services de sécurité qui vont résoudre toutes ces questions. Sans décourager nos services de sécurité, mais au moins, je crois que les cas, il y a un cadre, donc nous pouvons mettre autour de nous un cadre qui puisse favoriser ces dialogues-là, qui puisse nous aider à résoudre nos problèmes. Parce que ce sont des problèmes qui nécessitent des solutions, et les solutions ne peuvent être trouvées que si les gens pouvaient se réunir, parler un même langage, c'est dire de vérité, il y a lié à ce qu'on puisse espérer que les choses peuvent marcher demain. Donc là, vous lancez un appel pathétique à son excellence, monsieur le président de la République. S'il était en face de vous, Tshisekedi, vous lui direz quoi par rapport à votre idée? Je vais demander au président de la République de pouvoir accéder favorablement à l'initiative. Parce que cette initiative est indispensable pour la survie de la République. Parce que vous parlez de lui, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, il ne peut que comprendre que on ne doit pas se voiler la face. Il doit comprendre que la situation au pays n'est pas bonne et les choses ne marchent pas au pays. C'est à la suite de tout ce que nous avons comme problème. Alors, ces problèmes ne peuvent être résolus, comme je viens de le dire, j'insiste là-dessus, que si on pouvait mettre un cadre où les Congolais peuvent se parler pour résoudre ces problèmes-là. Donc le président de la République, étant le garant du bon fonctionnement des institutions, il est invité à convoquer ces dialogues-là pour que les Congolais puissent se parler, pour que nous puissions parler vrai aux Congolais. Voilà. Donc c'est au président comme garant du bon fonctionnement des institutions de pouvoir appeler à ce dialogue-là. Vous êtes candidat président de la République. Vous avez été candidat président de la République. Il y a eu un attentat avant-hier, vous en parlez à Béni. Nos compatriotes de cette partie-là vous regardent. Vous leur dites quoi? Est-ce que vous êtes pour l'état des sièges? Parce que beaucoup estiment que 7 ou 8 mois après la mise en place de l'état des sièges, c'est un échec patent parce que la paix n'est toujours pas totalement revenue. Et qu'est-ce que vous dites de l'armée, la présence de l'armée ougandaise dans ce pays? Vous savez, monsieur Perrault, les questions sécuritaires, ce sont des questions trop sensibles. Ce sont des questions trop sensibles. Et aujourd'hui, l'armée ougandaise est déjà au Congo. Il est sur le territoire congolais. Il y a des opérations conjointes, donc militaires conjointes, qui sont menées par les deux armées. Donc celle de l'Ouganda et celle du Congo. Si la présence de cette armée peut être en faveur de la paix, en faveur du retour de la paix et de l'éradication de l'insécurité à l'est du pays, je ne trouve pas d'inconvénient. Mais par contre, il y a des questions qui demeurent, notamment pour savoir, cette armée est au Congo pour combien de temps? Cette armée, je ne crois pas que c'est de gaieté de cœur que les Ougandais sont au Congo, ou l'armée ougandaise est au Congo. Ça veut dire qu'il y a des frais inhérents à la présence des Ougandais au pays. Et cette facture sera payée par qui? Par l'État congolais? À quelle hauteur? Ça, ce sont des questions auxquelles le gouvernement congolais devrait peut-être apporter donc des clarifications ou des réponses pour que nous puissions comprendre qu'en dépit de tout, voilà, l'Ouganda vient nous aider à résoudre tel autre problème qui se pose à l'est du pays.
La facture sera payée par exemple, par le gouvernement congolais, mais à quelle hauteur? Alors, pour la population de Beni, parce que vous venez aussi d'évoquer les cas de la bombe qui avait éclaté, Beni va demeurer Beni. Aucun centimètre alors du territoire de Beni sera cédé, je ne sais pas moi, à qui que ce soit. Alors, à personne. Au peuple congolais habitant cet espace, donc Beni, de tenir ferme, d'être fort et d'être constant dans leur combat jusqu'au jour de la victoire finale. Donc on va parler de l'éradication totale de l'insécurité à l'est du pays. Ça, c'est quand vous serez président de la République, vous? Pas forcément M. Macheke, mais tout autre Congolais épris de paix qui peut avoir la chance d'accéder à la magistrature suprême, qui peut avoir la maîtrise de la question de l'Est, qui peut arriver à donner la solution donc à cette question de l'Est, sera le bienvenu. On va terminer cette émission, M. Macheke. Le président Tshisekedi est au Kasaï, je l'ai dit. Ça fait 3 ans qu'il est là. Comment jugez-vous son mandat et sa gouvernance? Est-ce que vous pensez que en 3 ans, Tshisekedi nous a fait avancer? Est-ce qu'on recule ou on stagne? Est-ce que la gouvernance Tshisekedi vous rassure, vous, M. Macheke? Vous voulez beaucoup plus insister sur la personne du président Tshisekedi? Je parle de sa gouvernance, je parle de sa gestion. Je ne parle pas de l'individu Tshisekedi, ça n'intéresse pas les Congolais. Ben, écoutez, la gouvernance de Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure là, qu'il y a des problèmes. Tout ne marche pas. Il ne faut pas se voiler la face. Lui-même, dans son fort intérieur, je reste convaincu qu'il sait que bien des choses ne marchent pas. Et d'ailleurs, il a si bien dit lui-même d'ailleurs à son adresse, lors de son adresse devant le congrès, les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, il l'a dit. Il a avoué que bien des choses ne marchent pas au pays. Ça veut dire que je peux aussi arriver à cette conclusion-là, comme lui-même, que les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Donc, dire qu'il nous a avancé ou nous avons reculé, je ne saurais pas vous dire, parce que je n'ai pas assez d'éléments d'appréciation peut-être de la gouvernance de Tshisekedi pour dire tel autre élément, il y a telle autre chose qui ne marche pas, telle autre chose qui ne marche pas. Alors, au moins, comme lui-même a si bien le reconnaître, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, beaucoup de choses ne marchent pas au pays. C'est tout ce que peut-être je peux dire pour ce qui concerne particulièrement la question de la gouvernance de Tshisekedi. Donc, lui-même l'a reconnu, beaucoup de choses ne marchent pas, donc il y a bien des choses qui ne marchent pas. Finissons, bouclons la boucle. Vous avez été ministre du Kabila, vous l'avez côtoyé à un moment donné, peut-être dans des conseils des ministres aussi. Il a fait un accident et il est sous le coup d'une campagne médiatique Congo Hold Up où on dit de lui qu'il a volé. Est-ce que Kabila que vous voyez, que vous fréquentiez quand vous étiez ministre, est les voleurs qu'on est en train de dépeindre à Congo Hold Up? Vous pensez que c'est un grand voleur, c'est un grand détourneur? Non. Peut-être les gens ne connaissent pas qui est exactement le président Kabila, mais tel qu'on les peint comme étant un détourneur, un grand détourneur, je crois que cette enquête peut être mise en cause. D'ailleurs, parce que vous parlez de Kabila, si cette enquête-là était vraie, l'IGF n'aurait pas dû apporter un certain démenti sur les allégations faites contre Kabila.
Mais vous avez suivi avec moi, ou comme moi, que l'IGF a apporté un certain démenti sur ce qui concernait cette enquête sur M. Kabila. Ça veut dire que ce sont des allégations qui ne sont étayées par de vrais fondements. C'est ce que je peux dire pour... Kabila était un patriote. Vous le peignez comment, vous, cet homme-là, Kabila? Pour vous, Kabila est... Kabila, c'est un Congolais. C'est un ancien président de la République. Un président de la République qui a fait son temps. Il a amené le pays là où il l'a amené. Parce que, M. Pero Luara, on ne doit pas faire semblant pour ne pas reconnaître l'apport qu'on peut considérer significatif de Kabila. Où Kabila a pris ce pays et où il a amené et où il l'a laissé. Kabila, donc quand même, on doit reconnaître ça. Les Congolais doivent reconnaître quand même, ne fût-ce que, comme lui-même l'avait dit, même si vous ne pouvez pas me croire, mais croyez au moins à mes œuvres. Mais Kabila a pu quand même faire quelque chose pour ce pays. Kabila prend le pays, il était totalement balkanisé, parce que les gens ne parlent pas peut-être pas de ça, totalement divisé. S'il ne faut pas parler peut-être de la balkanisation. Mais le pays était totalement divisé. Il y avait les gens qui étaient à l'est, il y avait les gens qui étaient à l'ouest. Les gens qui étaient à l'ouest ne pouvaient pas aller, par exemple, facilement à l'est du pays. Mais quand même, par la présence de Kabila au pouvoir, il a pu quand même réunifier les pays. Il a réunifié les pays. Et c'est quelque chose qu'on doit dans l'actif de Kabila. Donc, tel que les gens veulent peut-être les peindre, donc, bon, libre à eux de les peindre tel qu'ils le veulent, mais moi, je reconnais quand même en Kabila un homme d'État, un homme respectueux de ses engagements, un homme qui a pu quand même réunifier ce pays. Voilà. Ok. Monsieur Sylvain Macheke, merci d'être venu nous voir. Hein. Merci, Monsieur Perrault. Ok. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était donc Sylvain Macheke, acteur politique, ancien candidat président de la République et ancien ministre. Vous avez été ministre de la Culture, non? Si. La rumba congolaise a été admise au patrimoine immatériel patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous étiez content? Vous pensez que c'est un grand succès pour le pays? C'est une fierté pour le Congo. Une fierté pour le Congo. Et d'ailleurs, peut-être les gens ne le savent pas parce que vous venez de poser cette question-là. Je suis parmi les premières personnes, en tant que ministre de la Culture, qui avait sollicité l'inscription donc de la rumba congolaise dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO à son temps. J'ai dû écrire ensemble avec le professeur Yoka, que je cite ici nommément, de l'INA. Alors aujourd'hui, quand j'ai appris que la rumba congolaise a été inscrite donc dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, j'ai dit bravo à mes successeurs. Et c'est une fierté pour les Congolais, donc pour la musique congolaise. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.